Comment un gamin tout timide de Porto Rico qui bossait dans un supermarché est-il devenu l'artiste le plus streamé au monde? Bad Bunny n'a pas suivi les règles, il les a explosées. À lui seul, il a redéfini le reggaeton, il a réécrit les codes de la pop et a imposé Porto Rico au sommet du monde. Dans cette vidéo, on va retracer son incroyable ascension, mais aussi ses combats, son audace et l'histoire profonde qui se cache derrière chaque album. Voici donc l'histoire de Bad Bunny. Vous allez voir, c'est une histoire pleine de rage, de résistance, mais surtout de liberté. Bonjour à tous, c'est Popslay, je suis ravi de vous retrouver dans un nouvel épisode. Ça fait très longtemps que je souhaitais vous parler de notre ami Bad Bunny, parce qu'avant les milliards de streams, les stats pleins à craquer, des feats d'anthologie qu'il nous a servi, ainsi que des albums records, il y avait un enfant qui était très timide mais qui savait très tôt qu'il allait être chanteur. Alors revenons sur son incroyable histoire. Avant de commencer les amis, première chose, si vous ne l'avez pas encore fait, je vous invite à aller découvrir le premier épisode de Pop Masters disponible sur ma chaîne. Pour celles et ceux qui n'auraient pas eu l'info, j'ai lancé récemment un tout nouveau jeu musical 100% pop, à base de quiz, d'anecdotes, de challenges, de battles, le tout dans une ambiance très kitsch, très fun, musicale évidemment, et inspiré de la télé des années 90 et 2000. Merci pour vos retours de dingue, ça fait tellement plaisir, c'est un projet qui me tient évidemment très à cœur, il va y avoir de nouveaux épisodes. Alors le premier épisode c'était un pilote, donc évidemment il y avait des choses à tester, il y a des choses qui vont être améliorées, qui vont être upgradées, on a pris tous vos retours en compte, il y aura évidemment des nouveaux invités, et puis bientôt mes abonnés, parce que j'aimerais trop que vous puissiez participer à ce putain de jeu. Donc dites-moi dans les commentaires si vous seriez chaud de participer, ou dites-moi aussi quelle personnalité vous aimeriez voir sur Popmaster, je serais curieux de voir ça. Donc l'épisode est maintenant disponible, foncez le streamer et j'espère que vous passerez un bon moment en notre compagnie. En tout cas c'était un énorme kiff à tourner. Donc merci de l'accueil de fou que vous avez réservé à ce projet et merci de m'autoriser à aller sur différents formats, à tester de nouvelles choses. Je dis ça en toute objectivité, mais je pense que j'ai la meilleure communauté d'internet. Mais Popstar quoi, je vous kiffe. Et deuxième chose, avant de se plonger dans le parcours incroyable de Bad Bunny, petit détour sur une actu culturelle très importante. Puisque depuis le 6 juin, France 4 est passé sur le Canal 4. Alors ça peut paraître anodin, mais c'est un changement majeur, parce que ce repositionnement, c'est un vrai statement de la part de France Télévisions, rendre la culture accessible à toutes et tous. Vous l'avez peut-être vu passer d'ailleurs dans mon reel Instagram du 6 juin, je vous invite à aller le voir, il y a des interviews de Solane, de Suzanne, de Daphné Burki, et je vous montre l'envers du décor de la soirée Prime Time qui a eu lieu au festival Wheel of Green. Bref, l'idée de France Télévisions, elle est claire, France 4 sur la 4, c'est la plus grande scène culturelle de France. Une scène beaucoup plus grande en proposant une offre culturelle unique et augmentée, accessible gratuitement à toutes et tous. Et pour fêter cette nouvelle visibilité, ils ont lancé les choses en beauté avec une soirée exceptionnelle en direct du festival Wheel of Green. Les lives étaient incroyables, mais ce n'était que le début, puisque cet été, France Télévisions prend la route des festivals et j'ai la chance de faire partie de l'aventure. Je vous emmène avec moi dans les coulisses des plus grands événements de l'été, des francopholies à Rock en Seine, en passant par Wheel of Green, j'étais avec eux pour couvrir l'événement. Le Main Square Festival, le Golden Coast Festival et bien d'autres encore, le tout sera capté et retransmis sur France 4 et France.tv. Et ce n'est pas juste de la musique, c'est aussi du cinéma, puisqu'il y aura 2 fois plus de films à partir de juin. Des documentaires inédits comme Billie Eilish, sa French Story. Donc si vous me croisez avec un Bob France TV sur la tête cet été, c'est absolument normal. Je suis dans ma tournée culturelle, figurez-vous. Exceptionnel. Et si vous ne pouvez pas être dans les festivals, aucun souci, France 4 est sur le canal 4 et tout est aussi disponible sur France.tv. Donc let's go, j'ai envie de vous dire, l'été commence maintenant. Donc merci à France Télévisions pour cette collaboration, j'en suis ravi. Et retournons tout de suite à l'histoire de notre mauvais lapin. Benito Antonio Martinez Ocasio est le 10 mars 1994 à San Juan, mais il grandit à Vega Baja, et où d'ailleurs les rêves paraissent totalement inaccessibles. Il grandit dans une famille catholique assez modeste, son père Tito est chauffeur poids lourd et sa mère est professeure d'anglais. Et le petit Benito c'est un gamin plutôt réservé mais à la fois rêveur, et qui est d'ailleurs beaucoup plus à l'aise chez lui enfermé dans sa chambre que dehors avec un groupe d'amis. Et déjà à 5 ans, il le dit, il le souhaite, il veut être chanteur. Et on va dire que sa première école musicale, finalement, c'est l'église. Parce que oui, Benito rejoint la chorale des enfants où il chante tous les dimanches jusqu'à 13 ans. Mais au fil des années, il grandit, il s'éloigne aussi quelque peu des chants religieux pour plonger dans le reggaeton qui explose dans les radios. Je pense à Daddy Yankee, Héctor El Father, Tego Calderón, bref, il tombe amoureux de cette musique. Alors le reggaeton aujourd'hui, c'est un style musical qui est mondialement connu, c'est un style musical qui est né dans les années 80 au Panama à partir du dancehall jamaïcain, mais il a trouvé son véritable terreau à Porto Rico, où il a fusionné avec le hip-hop local et les réalités sociales de l'île. En fait, là-bas, le reggaeton, c'est une culture à part entière, c'est une voix pour les quartiers populaires, et c'est aussi un moyen d'expression souvent très brut, mais à la fois très authentique. Et donc c'est bel et bien à Porto Rico que des figures emblématiques comme Daddy Yankee ou Don Omar ont vraiment façonné le genre dans les années 90 et 2000, en parlant à la fois, certes, de sexe, de rue, de fête, mais aussi de résistance et d'identité. Quand je parle d'identité latine, retenez bien ça, puisque vous allez voir, c'est quelque chose qui va suivre Bad Bunny tout au long de sa carrière, et encore plus sur son dernier album. À l'époque, vous avez des titres comme Latino America de Calle 13 qui ont vraiment transformé le reggaeton en hymne politique.
que no quiere a su patria, no quiere a su madre. Soy América Latina, un pueblo sin pierna pero que camina. Oye, Et Trece, qui avait d'ailleurs fait un featuring avec Nelly Furtado sur No Hay Igual. estoy que me llevo hasta las marcianas en pijama, pa' encima de mi cama. Mami, dale, vamos a Et oui, parce que c'est bel et bien Nelly Furtado qui m'a aidé à apprendre l'espagnol. J'ai eu la chance de l'interviewer l'année dernière, je vous mets la vidéo juste ici. Tout ça pour dire qu'à l'époque, le reggaeton, c'est déjà une musique qui raconte, qui bouscule, mais qui unit. Et encore aujourd'hui, le cœur du reggaeton bat à Porto Rico. Pour moi, ce genre musical explose véritablement à l'international. En 2004, lorsque Daddy Yankee balance Gasolina, énorme banger. Je sais pas si vous connaissez, il y avait aussi Oye Mi Canto. Et c'est un peu de cette manière que Porto Rico devient véritablement l'épicentre mondial du reggaeton. Mais ce que beaucoup oublient, c'est que le reggaeton, c'est également une musique de lutte, une musique de fierté aussi, et de dénonciation. Encore une fois, des titres comme Latino America de Calle Trece ont prouvé que le genre pouvait être politique, engagé, et pas juste un son que vous balancez dans les clubs. Et si on parle de Porto Rico, on ne peut pas ignorer Ivy Queen, qui est un peu la reina del reggaeton, pionnière féminine dans un genre musical qui est massivement dominé par des hommes. Et je pense d'ailleurs que c'est grâce à elle qu'un chemin s'est vraiment ouvert pour les Karol G, les Becky G, et d'autres stars de la scène actuelle. Et aujourd'hui encore, la majorité des grands noms du reggaeton viennent de Porto Rico. Bad Bunny, évidemment, Rauw Alejandro, Farruko, Arcángel, et chacun, à sa manière, porte cette histoire musicale comme un héritage. Parce qu'en fait, à Porto Rico, le reggaeton, c'est plus qu'un style de musique, encore une fois, c'est une arme culturelle, une façon de dire, en fait, on est là, on est fier, on est libre, et on est prêt à faire danser le monde entier. Voilà, je pense que c'était important de replacer un peu de contexte sur l'essence du reggaeton. Et donc, revenons à notre jeune Benito, imaginez-le dans un bus scolaire, et chaque matin, il avait une sorte de petit rituel, il attendait patiemment 7h50. Pourquoi me direz-vous ? Bien parce que c'était l'heure à laquelle la radio enchaîner les tubes, c'était genre son moment. Et comme je vous disais, ce moment devient une sorte de rituel. Mais il ne veut pas seulement en écouter, il veut aussi en créer. À noter que Benito est autodidacte, et comme beaucoup de jeunes latinos, il se lance avec une version piratée de Fruity Loops, je pense qu'on est tous passés par là. Et donc dans sa chambre, il commence à composer ses propres beats, à l'instant, à l'oreille, et là c'est le début d'une obsession. Il passe des nuits entières à créer, à mixer, à rapper, dans son micro un peu bas de gamme, vous voyez le genre. Et donc pour arrondir ses fins de mois, eh bien il vend ses sons sur clé USB. Il répare aussi des ordinateurs pour se faire un peu de cash, et surtout, déjà à cette période-là, il développe un style bien particulier. Je parle d'un style vestimentaire. Et donc à l'école, Benito mélange tous les fringues qui passent sous son nez, alors ça peut être parfois les siennes, mais aussi celles de sa mère, et déjà là, on dirait qu'il bousculait un peu les codes du genre, si je puis dire. Déjà très tôt, il affirme une identité qui est à part. Et même si on venait à se moquer de lui, il s'en battait les couilles. D'ailleurs, voici ce qu'il dira plus tard en interview. Le style vestimentaire, c'était ma façon d'exprimer ma liberté. Et c'est ça qui est fort, je trouve, c'est de voir qu'il cultivait déjà cette audace bien avant d'exploser dans le monde entier. Et encore aujourd'hui, Bad Bunny a un style que je trouve inimitable. D'ailleurs, revenons un peu sur l'histoire de ce nom, Bad Bunny. Je sais pas si vous aviez l'anecdote. En fait, un jour au collège, il y a une photo de lui qui ressort, et donc il est déguisé en lapin de Pâques. Je crois qu'il s'agit de cette photo d'ailleurs. Et donc ses potes se moquent gentiment de lui en lui disant: t'as un vrai Bad Bunny, toi. Ce surnom lui colle à la peau, il le garde, et surtout il devient Bad Bunny avant même de devenir un artiste. Mais à l'époque, Benito refuse de poster sa musique en ligne, ça reste un gros timide, comme je vous disais en intro, il est trop pudique pour ça, et donc ce sont ses amis qui le poussent à le faire, et un jour il tente, il publie, et là, ça mord. Ça me rappelle un peu moi quand j'étais petit, je me rappelle, je peignais beaucoup, et donc un jour mon père avait décidé de montrer un de mes tableaux à des amis à lui, mais j'étais beaucoup trop pudique pour ça, il était hors de question que quelqu'un puisse juger mon travail, entre guillemets, et donc j'étais monté en courant dans ma chambre, j'avais pris un gros pot de peinture orange et bam, je l'avais balancé sur le tableau. Bref, on s'en bat les couilles de ta live, Guillaume. Revenons à Bad Bunny. Anyway, après le lycée, il rentre en fac de communication à l'université de Porto Rico, et donc là, il rêve de bosser à la radio. Mais il faut bien vivre, alors il emballe des cours dans un supermarché, il porte l'uniforme, il sert les clients, le jour il bosse, la nuit, il compose. Et sur SoundCloud, il dépose ses morceaux un par un, sans promo, sans label, sans appui, et donc il se dit que peut-être quelqu'un va tomber dessus un jour. Et un soir comme un autre, il décide de poster sa chanson qui s'appelle Diles. Que yo me sé tus poses favoritas, que te hablo malo y que eso te excita, que te hago todo lo que necesitas. L'univers est déjà très fort, très marqué, et là le feu prend surtout puisque en une semaine seulement, plus d'1 million d'écoutes. Et là c'est l'effet domino. DJ Loyan, une figure incontournable du reggaeton, tombe sur ce son de Benito, et là il est bluffé, et donc il le contacte. Très rapidement, Benito signe alors chez Hear This Music, il a seulement 22 ans, et donc pour ça il va délaisser son job dans le supermarché pour se consacrer pleinement à la musique, et c'est là qu'il entre dans l'arène. Tout s'enchaîne à une vitesse folle, je pense au remix de Diles avec Ñengo Flow, Arcángel et Farruko. Que yo me sé tus poses favoritas.
clip explose puisqu'il y a Soy Peor où il va renverser un peu les codes du reggaeton macho. Je pense également à Si tu novio te deja sola de J Balvin, puisque ce dernier l'invite en featuring à partager cette chanson. Et pour Benito, c'est un truc de fou puisque c'est une collab qu'il rêvait de faire. Et Bad Bunny devient un des nouveaux visages du Latin Trap, et on le qualifie déjà de rising star dans les médias. Et donc avant même de sortir un album, Bad Bunny a enchaîné les hits Chambea, Estamos Bien, qui est un peu cette hymne post-Maria, et une performance à Jimmy Fallon où il rend hommage aux victimes. Puis vient évidemment I Like It avec Cardi B, J Balvin. En Billboard Hot 100, et je pense que cette chanson a marqué un tournant puisque c'est à cette période-là que Bad Bunny entre dans les oreilles des anglophones. Et pourtant, son label refuse toujours de sortir un album. En fait, ils veulent du single, quelque chose de rentable et d'immédiat. Ils n'ont pas vraiment de vision à long terme pour lui, ce qui est totalement frustrant, et donc Bad Bunny décide de claquer la porte. Il a bien fait. Il signe avec Noah Assad chez Rimas Music, et le 24 décembre 2018, il sort Por Siempre, comprenez, pour toujours, un projet inattendu, radical, explosif, et en fait cet album va tout changer. Il annonce la sortie de l'album le 23 décembre en plein live sur Instagram, et son album sort le soir même du 24 décembre. Alors c'est un cadeau pas comme les autres, mais surtout un message très clair: je fais ce que je veux quand je veux. Ce qui frappe à la première écoute de Por Siempre, c'est que rien ne ressemble à rien. En fait c'est un album où il y a du Latin Trap, certes, mais il y a aussi du reggaeton, il y a de la pop, il y a du rock, il y a de la house, il y a de la bachata, chill wave, de la synth pop, bref c'est un ovni musical, et Bad Bunny le sait, il n'essaye pas de rentrer dans une case, il fait la musique qu'il aime, et ce, peu importe le genre. Por Siempre entre directement numéro 1 des charts latins et numéro 29 du classement album américain, le Billboard 200, et mieux encore, en deuxième semaine, il grimpe à la 11e place. En vrai, c'était juste énorme pour un album entièrement en espagnol, sans campagne de promo blindée balancée par surprise comme ça la veille en live sur Instagram. Estamos Bien est le premier single, sorti en juin 2018, quelques mois après l'ouragan Maria, et donc c'est un hymne de résilience porté par une instru assez solaire, et je trouve que le message est clair. Malgré tout ce qu'on a vécu, eh bien on est encore debout, on est fiers et on est bien. Comme je vous disais, Bad Bunny ira même l'interpréter chez Jimmy Fallon en rendant hommage aux victimes de l'ouragan et donc à Porto Rico. Mais ce n'est pas terminé puisqu'il enchaîne avec l'énormissime Mia en feat avec Drake. C'est le deuxième single et à ce stade on peut le dire l'un des moments les plus marquants de sa jeune carrière. Alors le titre explose, numéro 5 au Billboard Hot 100 aux États-Unis, soit le 12e top 10 de Drake en 2018, c'est un record qui était déjà historique à l'époque, battant même les Beatles, et ce feat surtout il propulse Bad Bunny une nouvelle fois chez le public anglophone, tout en renforçant l'idée que l'espagnol peut régner sur les charts mondiaux. Solo de Mi est le troisième single et je pense le plus puissant émotionnellement parlant, puisqu'ici Bad Bunny prend la parole à la place d'une femme battue, et donc dans le clip on voit une femme qui encaisse des coups mais elle continue de chanter, et c'est ça qui je trouve rend Bad Bunny aussi fascinant, c'est que il redéfinit les codes d'un genre souvent critiqué par son sexisme, et donc avec lui le reggaeton trouve une voix un peu plus sensible, un peu plus vulnérable, empathique, bref une voix alliée, une voix qui ose parler d'amour, de vulnérabilité encore une fois, de respect, sans jamais perdre de sa puissance et de son essence. Caro c'est une sorte de manifeste, une ode à l'estime de soi, à l'identité queer friendly aussi on peut le dire, parce que c'est quelque chose qui va l'accompagner tout au long de sa carrière, on y reviendra, et d'ailleurs surprise, Ricky Martin est présent sur les chœurs de cette chanson. Et donc ce clip, bon je ne sais pas si vous l'aviez en tête, mais il joue clairement avec les genres, avec les codes, avec les représentations, et encore une fois il vient vraiment casser les étiquettes quoi. Bref, cet album Por Siempre va aussi jouir d'une reconnaissance critique assez rare. Sur Metacritic par exemple, Por Siempre décroche 84 sur 100, c'est une note juste exceptionnelle. Pitchfork parle d'un album stimulant, risqué, essentiel, tandis que The Guardian loue une créativité décalée, audacieuse, disant que Bad Bunny n'est pas dans le paysage pop, mais juste à côté. Et on peut noter également que le prestigieux média Rolling Stone a classé Por Siempre numéro 41 des meilleurs premiers albums de tous les temps, et numéro 447 dans le classement des 500 meilleurs albums de l'histoire. Ce qui est assez fou quand même, de l'histoire. Alors pas uniquement latine, pas uniquement trap, au global, les meilleurs albums de l'histoire. Avec Por Siempre, Bad Bunny n'a plus besoin d'approbation, il est libre, il n'est pas une tendance, il crée sa propre ligne, sa propre religion musicale, et je trouve qu'avec cet album, il a vraiment posé les bases de tout ce qui viendra ensuite, c'est-à-dire l'engagement, l'expérimentation,
l'identité queer friendly, et surtout il fait un truc génial, il change la perception mondiale du reggaeton et de la musique latine, et c'est pour ça que je trouve que Por Siempre est bien plus qu'un premier album, c'est vraiment une déclaration d'indépendance, et c'est aussi la première brique d'une œuvre qui marquera la pop pour toujours, on peut le dire. Maintenant, retour en 2019. 2019, imaginez deux titans de la musique latine qui décident d'unir leurs forces. Ce n'est pas un simple album qu'ils vont livrer, mais bel et bien une oasis, au sens littéral du terme, puisque cette année-là, J Balvin et Bad Bunny sortent ce projet commun baptisé Oasis. Ils se comprennent, ils s'admirent. Il sort le 28 juin 2019, une nouvelle fois sans promo excessive, sans stratégie marketing massive. D'ailleurs, il est enregistré en seulement une semaine à Miami. En fait, tout est fluide, tout est instinctif. Pourtant, l'album est très court, je crois qu'il y a 8 titres. 8 titres, ouais, c'est ça. 27 minutes, et pourtant, dès sa sortie, l'album explose. Numéro 1 du Top Latin Albums, numéro 9 des ventes d'albums aux États-Unis. C'est un succès commercial, certes, mais une nouvelle fois un succès critique. Billboard classe Oasis numéro 10 des meilleurs albums de 2019. Rolling Stone va encore plus loin, numéro 2 des meilleurs albums latins de l'année. Pourquoi ? Parce que au-delà de ces tubes, eh bien Oasis c'est un peu une déclaration d'intention. Des artistes latinos qui peuvent être mainstream sans se travestir entre guillemets. Leur langue, leur culture, leur esthétique sont exportables, désirables et aussi énormément puissante. Cuidado por ahí est sans doute le morceau le plus sombre de cet album. C'est un peu l'ovni de l'album. C'est un peu plus inquiétant. Et surtout, ce que j'adore, c'est l'univers visuel d'Oasis. Et je trouve que ça se différenciait vachement de tout ce que le reggaeton pouvait proposer jusqu'à présent. Nous voici désormais en février 2020, soit un mois avant que le monde ne se mette à l'arrêt, un mois avant les confinements. Après Por Siempre et Oasis, Bad Bunny est libre, libéré des majors, libéré des codes. Et donc il veut rendre hommage à ce qu'il a formé, le reggaeton des années 2000, celui des fêtes de quartier à Porto Rico. Mais il veut pas seulement faire un disque un peu nostalgique, il veut vraiment créer un album de rupture, un album mainstream mais à la fois subversif. Son titre, c'est un peu de déclaration de guerre, il est beaucoup plus frontal. Yo hago lo que me da la gana. En gros, je fais ce que je veux et il va le prouver une nouvelle fois. Et donc c'est là que sort Yo hago lo que me da la gana le 29 février 2020. Un jour qui n'existe que tous les 4 ans. Et ça ne pouvait pas coller mieux puisque c'est un album hors norme, hors temps, hors système. Et pour ça, Bad Bunny s'entoure d'une Dream Team. Je pense à Daddy Yankee, à Ñengo Flow, Mike Towers, Arcangel. Bref, une réunion de famille, une célébration des figures du reggaeton d'hier et d'aujourd'hui. Et dès sa sortie, Yo hago lo que me da la gana devient l'album en espagnol le plus haut placé de l'histoire du Billboard 200, de classement album aux États-Unis, numéro 2. 179 000 unités vendues en une seule semaine. Plus de 200 millions de streams aux États-Unis en seulement 7 jours. C'est un record historique pour un album latin. Mi gente latino. Mi gente latino. Et ce n'est pas fini, meilleur album latin de l'année aux Grammy Awards, album le plus streamé au monde sur Spotify en 2020 avec 3,3 milliards de streams. C'est juste énorme. Et c'est ça que je trouve fascinant avec Bad Bunny, c'est qu'on a cette impression qu'il a hacké les charts, sans chanson en anglais, sans concession, en restant lui-même, que des bangers. Je pense à ce titre, BT, qui est l'un, voire le plus gros démarrage pour un titre 100% espagnol, sans featuring aux États-Unis. Je pense à Ignorante, sorti le jour de la Saint-Valentin. Je pense aussi à Si Veo a tu Mama. Premier track d'ailleurs de l'album, où il sample The Girl from Ipanema, version un peu Nintendo. Écoutez. Todavía yo te quiero. Olha que coisa mais linda, mais cheia de graça. Ela, menina que vem e que passa, num doce balanço, caminho do mar. Et il y a évidemment ce titre dont il faut parler, Safaira, qui est un peu la symphonie reggaeton quoi. D'ailleurs, beaucoup de place comme étant le chef-d'œuvre de cet album, puisque c'est un morceau un peu en 5 actes. Hey, si tu no yo no te mama el culo, pa eso que no mames, baja pa casa que yo te la embotoa, mami yo te la embotoa. Une chanson qui change de beat tous les 30 secondes. C'est un peu une leçon d'histoire du reggaeton, c'est un hommage à l'âge d'or des mixtapes. Et donc quand il sort, Safaira devient évidemment viral, TikTok s'en empare, les DJ hurlent, plus de 1 milliard de streams à ce stade. Qu'est-ce qu'on a d'autre ? Yo perreo sola. Là, ce qui est intéressant, c'est que c'est une chanson écrite du point de vue d'une femme qui refuse d'être dérangée quand elle danse. Et dans le clip, on retrouve Bad Bunny, en drag queen, la totale, perruque, make-up, talons. Et je trouve qu'il envoie un message clair avec ce titre et avec ce clip. Le perreo n'appartient à personne, les femmes dansent pour elles et les hommes doivent apprendre à les laisser tranquilles. Et surtout, ça devient un peu... c'est un titre qui devient un peu un étendard LGBTQ+, un tournant pour la représentation dans le reggaeton. Et pour moi, ce n'est pas vraiment du pinkwashing puisque c'est quelque chose qui fait partie de son ADN depuis le début. Il avait d'ailleurs dit ceci en interview: je n'ai jamais été aussi masculin que ce jour-là. Bref, avec cet album, Bad Bunny fait plus que de sortir un album en réalité. Il redéfinit les standards du reggaeton, il place la langue espagnole au centre du monde pop, il bouscule les genres, les corps, les idées et surtout il le fait sans jamais demander la permission. Et c'est ça que j'adore chez lui. C'est un succès immense, du public comme de la critique.
Pitchfork parle d'un album remarquable, libre, géant. Rolling Stone parle d'une réunion de famille au sommet. Consequence of Sound le décrit comme le Pokémon légendaire du game. J'adore cette image. En gros, c'est un album qui dit « Je suis portoricain, je suis queer-friendly, je suis féministe, perreo, punk, romantique, sans filtre, et pourtant je suis au sommet. » Mais ce n'est pas terminé les amis, puisque Bad Bunny va aller encore plus loin. En mai 2020, le monde est toujours confiné, mais Bad Bunny, lui, il est enfermé dans sa maison à Porto Rico, et donc le 10 mai, sans prévenir personne, il balance cet album, Las que no iban a salir. Littéralement, celle qui n'était pas censée sortir. Et donc en pleine pandémie, Bad Bunny est reclus chez lui à Vega Baja, et donc il ouvre ses archives, il retombe sur des sons rejetés de l'ère Por Siempre, mais aussi de l'ère Yo Hago Lo Que Me Da La Gana, des démos parfois inachevées, alors il se dit, pourquoi pas les sortir maintenant ? Certains de ces morceaux ont été teasés seulement une semaine avant sur un live Instagram et la réaction est immédiate, alors il compile tout ça en seulement 2 jours. L'album débarque comme ça sur les plateformes du jour au lendemain. Mais ce qu'il faut retenir, c'est qu'à cette période-là, Bad Bunny ne cherche pas forcément la perfection, il veut du vrai, il veut du réel. Pitchfork dira que l'album est quick and dirty, rapide et sale, mais terriblement humain. Et malgré son caractère improvisé, Las que no iban a salir explose les scores et surtout cette semaine-là, Bad Bunny place 3 de ses albums dans le top 3 latin, un exploit que seul Juan Gabriel avait accompli, mais à titre posthume. Et donc Benito, lui, il le fait de son vivant. De cet album, je retiens En Casita, évidemment, avec Gabriela. C'est un peu le cœur de l'album, un morceau qui ne serait jamais sorti, je pense, dans un monde, entre guillemets, normal. Comme c'est Sinte, le remix avec Jay Cortez qui sort en même temps que l'album, c'est le single officiel. Je pense également à Parent Perla en feat avec Don Omar, c'est un peu la rencontre entre 2 générations et le feat que tous les fans attendaient finalement. Donc voilà, cet album c'est un peu du work in progress, c'est publié tel quel. C'est un peu comme si Bad Bunny ouvrait son disque dur sans filtre, et je pense qu'encore une fois cet album ne cherchait pas la gloire mais cherchait plutôt le lien. Et paradoxalement, ce geste de simplicité fait de lui un artiste encore plus grand. En fait, il n'a pas besoin d'un album parfait pour dominer, il suffit qu'il soit lui-même. À titre personnel, ce n'est pas forcément mon préféré, mais j'apprécierais que tous les artistes ne sortent ce genre de démo sous forme d'album, ça serait énorme. Toujours en 2020, cette fois-ci au mois de novembre, Bad Bunny revient avec El Último Tour del Mundo. Le monde est alors toujours confiné, mais il fait ce choix audacieux. Au lieu de livrer une énième fournée de tubes calibrés pour danser, là il va proposer un album un peu plus introspectif, un peu plus hybride, plus rock, plus personnel. Et résultat, c'est une nouvelle fois un ovni musical qui devient le premier album intégralement en espagnol à atteindre la première place du Billboard 200, c'est-à-dire le classement des ventes d'albums aux États-Unis. Là où les albums précédents étaient plus une célébration du reggaeton un peu old school, là, El Último Tour del Mundo, c'est plus une parenthèse un peu plus mélancolique, un peu plus expérimental, marqué aussi par l'isolement du confinement. Ça reste du reggaeton, mais un peu filtré par des guitares électriques, la nostalgie et cette espèce de spleen post-apocalyptique. Et donc avec ce projet, Bad Bunny montre qu'il refuse de se laisser enfermer dans un genre, et visuellement, je trouve que l'univers du disque est tout aussi fort. Et que dire de La Noche de Anoche avec la Rosalía. J'adore ce duo, j'adore ce titre. Je me rappelle aussi de ce live au Saturday Night Live en février 2021. C'était d'ailleurs la toute première performance de Rosalía au SNL. Et il y avait peu de mouvements pour ce live, pas de giga décor, mais juste eux deux, avec cette tension que je trouve hyper palpable, et j'adore ce titre encore une fois. On retrouve aussi Da Kitty, énorme banger. Je rattache beaucoup ce titre à une période de ma vie qui était un peu les prémices de ma chaîne YouTube. Je l'écoutais en boucle juste avant de lancer la chaîne sur laquelle vous me regardez. J'aime beaucoup aussi ce titre. Pour moi, c'est un hypercut, cette chanson. « 22,2 millions de streams en seulement une semaine aux États-Unis, plus de 2,2 milliards de streams sur Spotify, 1,5 milliard de vues sur YouTube, numéro 1 en Argentine, au Mexique, en Espagne, en République Dominicaine, en Suède, 27 semaines numéro 1 du classement Hot Latin Song, et surtout le plus gros démarrage pour un titre latin en 2020. Et le plus fou, je pense, c'est que personne ne s'attendait à un tel raz-de-marée avec cette chanson, puisque comme le dit Bad Bunny lui-même, je cite, « Cette chanson est née de rien, on ne pensait pas qu'elle aurait un tel succès, mais on était juste fiers de faire un son l'antidote chez nous pour le monde. » J'aime beaucoup le clip avec cette DA un peu futuriste. Pour en venir à l'album, les scores sont tout aussi fous. Premier album 100% d'espagnol a décroché la première place du Billboard 200, album le plus streamé de l'année au Mexique, en Colombie, au Chili, en Argentine, victoire aux Latin Grammys et aux Grammy Awards. Et pourtant sur cet album, zéro feat avec des artistes francophones, et je pense que c'est là aussi un statement.
statement qui est très fort. Avec El Último Tour del Mundo, Bad Bunny a redéfini ce que pouvait être une superstar latine en 2020 et il a prouvé qu'il était possible d'être ambitieux, radical, sincère et populaire à la fois, et surtout je trouve qu'il a ouvert une porte que beaucoup d'autres pourront franchir après lui. Et clairement je trouve qu'on assiste à ce stade de sa carrière à une révolution signée Benito. Mais il va aller encore plus loin les amis, vous le savez, en 2022, puisque cette année-là c'est un véritable phénomène culturel planétaire. Le 6 mai 2022, Bad Bunny balance Un Verano Sin Ti. Avec ses 23 titres, son esthétique balnéaire, ses collaborations éclectiques et sa liberté une nouvelle fois qui est totale, Bad Bunny ne cherche plus à convaincre, là franchement il rayonne on peut le dire, 13 semaines non consécutives numéro 1 aux États-Unis, album le plus écouté au monde en 2022, plus de 10 milliards de streams sur Spotify et le premier album en espagnol nommé au Grammy pour Album of the Year. C'est simple, aucun autre artiste latino n'avait jamais atteint ce niveau. Un Verano Sin Ti, c'est plus qu'un album en vérité, c'est un monde, c'est une carte postale écrite depuis les plages de Porto Rico et une conscience politique qui était déjà en feu. Et en fait, ce qui rend cet album aussi fort, je trouve, c'est qu'il arrive à célébrer les cultures caribéennes dans toute leur diversité, tout en dénonçant les violences qu'elles subissent. Et j'aime beaucoup aussi la structure de cet album, puisque Un Verano Sin Ti, on pourrait le couper en deux. C'est un peu une journée qu'on passe sur la plage. La face A, c'est les tracks les plus festifs, vous voyez, avec Después de la Playa, Party, Me Porto Bonito, encore la Corriente, ça respire le soleil, voilà. Et après, vous avez la face B, qui est un peu plus introspective, beaucoup plus planante, plus mélodique peut-être, et c'est pour moi un peu le moment où le soleil se couche finalement, mais on est toujours sur la plage. On y trouve Andrea avec Buscabulla, un cri contre le féminicide une nouvelle fois, El Apagón, l'hymne contre la privatisation de l'île, Ojitos Lindos aussi que j'aime beaucoup. Et en fait chaque transition contribue à une immersion sensorielle qui est totale, et musicalement c'est une nouvelle fois un ovni en fait, mais à force de le dire, c'était plus un ovni en fait, c'est juste dans le style de Bad Bunny. Cet album c'est un cri d'amour pour les cultures oubliées, c'est un doigt d'honneur aussi aux puissants qui privatisent, qui effacent et qui gentrifient une nouvelle fois. Et même le péréo ici, il devient un acte militant, un moyen de revendiquer son corps, sa liberté, son identité. Et je trouve que cet album, c'est la preuve que la pop n'appartient plus à un seul monde, à une seule langue, à une seule élite. Dans cet album, moi je retiens Moscow Mule. Alors on le voit danser autour d'un feu, faire l'amour dans la mer, et finir nu dans les vagues. On retient évidemment Titi Me Pregunto, c'est clairement le morceau le plus emblématique d'Un Verano Sin Ti. C'est un banger qui est frénétique, qui est imprévisible, bourré d'humour mais de douleur peut-être à la fois, puisque le point de départ de cette chanson, c'est une question qui était posée par sa tante un peu trop curieuse, qui lui disait à chaque fois « Et alors t'as une copine ?» Eh bien la réponse, en fait c'est ça. D'ailleurs, dès les premières secondes, vous remarquerez que Bad Bunny semble noter Puedo Olvidar d'Anthony Santos, une légende de la bachata dominicaine. Ey, Titi me preguntó si tengo muchas novias. Et c'est là qu'il commence son génie en fait, le morceau il mute, il bifurque, il explose, ça passe par plusieurs styles et par des inserts reggaeton que je trouve super efficaces. C'est effectivement comme s'ils avaient mélangé tous leurs genres préférés dans un blender. C'est exactement ce que disait le producteur de la chanson. Août 2022 se souvient également de cette performance de Titi Me Pregunto aux Video Music Awards sur MTV. Je pense également à Party qui sa première collaboration avec Raúl Alejandro. Qu'est-ce qu'on a d'autre? El Apagón, ce morceau c'est une révolte. Là aussi il va sampler Me Gusta la Chocha de Puerto Rico. Et sur ce titre, il balance tout, la corruption, les pannes de courant, les privatisations et encore une fois la gentrification. Et donc dans le final de cette chanson, vous avez Gabriela Berlingeri, sa compagne de l'époque, qui chante ceci: Lo que me pertenece a mí, c'est lo que dan ellos, que se vayan ellos. C'est l'hymne d'un peuple qui refuse de s'éteindre. Bref, je le trouve fou cet album, on va pas passer par toutes les tracks parce qu'il y en a pas mal, mais franchement n'hésitez pas à aller l'écouter, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire. Je trouve que c'est l'un de ses meilleurs albums. Nous voici désormais en 2023, puisqu'après avoir conquis le monde avec Un Verano Sin Ti, vous avez un Bad Bunny qui fait volte-face, puisqu'en octobre 2023, il revient avec un projet plus sombre, plus trap, plus brut. Un album qui porte bien son nom finalement, personne ne sait ce qu'il va se passer demain. Avec Nadie Sabe Lo Que Va A Pasar Mañana, Bad Bunny livre un projet où il se permet d'être un peu plus provocant, vulnérable, un peu mégalo, on peut le dire, ou simplement fatigué. Ici, c'est un peu plus personnel, encore une fois, c'est plus dense. Il évoque sa solitude face à la célébrité, ou sa lassitude aussi d'être dans toutes les conversations. Ça me fait penser un peu à ce que peut ressentir The Weeknd. J'en en a parlé dans ma dernière vidéo, n'hésitez pas à aller la voir, je vous la mets juste ici, où on retrace toute l'histoire de The Weeknd, tous ses travers, et son rapport difficile aussi à la célébrité. Dans cet album, on retrouve Monaco, où il va sampler Charles Aznavour, le tout avec un beat reggaeton.
Il y a aussi cette chanson, il va reprendre les synthés de Vogue de Madonna. Cet album, c'est un peu le Bad Bunny haute couture, quoi. C'est un projet que je trouve assez inégal, en vérité. Peut-être que c'était une manière aussi pour lui de reprendre un peu le contrôle narratif sur sa carrière, mais je suis passé un peu à côté de cet album, pour être honnête. Et nous voici désormais en 2025, les amis, avec l'immense David Tirar Mas Photos. Alors pourquoi ce titre ? Eh bien, tout simplement parce que il avait déclaré qu'il détestait prendre des photos à l'époque, et aujourd'hui, il regrette de ne pas en avoir pris plus. Et je trouve qu'en une phrase, en fait, tout est dit, puisque ce nouvel album, c'est un peu une Madeleine de Proust en mode reggaeton. C'est un retour au pays, aux racines, à ce qu'on risque d'oublier si on ne capture pas l'instant. Et donc avec David Tirar Mas Photos, Bad Bunny il offre une déclaration d'amour à Porto Rico une nouvelle fois, à son peuple, à son histoire. Et c'est aussi un album qui est profondément politique, musicalement très ambitieux, mais aussi très politique. Après les vibes beaucoup plus pop et tropicales d'un Verano Sin Ti et les ego trips plus trap de Nadie Sabe Lo Que Va A Pasar Mañana, vous avez un Bad Bunny qui plonge ici véritablement dans les sons de son enfance. C'est un peu le Bad Bunny qui attendait le bus scolaire tous les matins et l'heure précise, 7h50, pour écouter la radio et écouter les tubes reggaeton de l'époque. Et donc ici, sur cet album, il arrive à mêler reggaeton, à la salsa, la plena, le boléro. Il arrive à convoquer les sons des vieux salons de San Juan, des samples d'Andy Montañez, del Grand Combo, et il arrive à leur donner une nouvelle vie très moderne. Alors l'album a été accompagné d'un court-métrage éponyme où Bad Bunny parle de sa mémoire, d'identité une nouvelle fois, et de ce que ça veut dire de grandir dans une île colonisée depuis 500 ans. J'ai beaucoup aimé aussi sa manière d'exploiter les visualizers sur YouTube, vous savez. Lorsque vous avez des versions audio, eh bien, il s'est servi de ça pour faire une sorte de diaporama historique qui fait aussi écho au titre de cet album, David Tirar Mas Photos, des photos historiques qui remontent un peu l'histoire. Alors vous le verrez sur cet album, il n'y a pas forcément de gros featuring XXL A-list pour booster les charts, il y a une nouvelle fois pas de calcul commercial. En fait ici c'est vraiment Bad Bunny qui revient à Porto Rico, qui se recentre, et je trouve qu'il arrive à composer une œuvre intergénérationnelle en fait, puisqu'il s'adresse à la diaspora, mais aussi à la jeunesse locale, en leur disant n'oubliez pas qui vous êtes et soyez fiers de qui vous êtes. Et musicalement, je trouve que c'est une mosaïque de genres différents en fait. Chaque sample, chaque instrument est une vraie déclaration, il y a un sens. Parce que au-delà de la musique, cet album c'est un cri politique et c'est vrai que Bad Bunny parle de mémoire brisée, d'exode, d'abandon des infrastructures, et il le fait sans slogan en fait, il le fait en musique, il encode tout ça dans ses textes, dans des métaphores, dans la texture aussi de ses morceaux, et je trouve que chaque chanson, comme ce qui fait écho finalement encore une fois au titre de l'album, chaque chanson est une photo sonore, un souvenir qu'on aurait voulu peut-être sauvegarder en mémoire. J'aime beaucoup par exemple le titre Tourista, qui ne parle pas juste d'un amour déséquilibré, c'est une métaphore sur l'exploitation de Porto Rico par le tourisme de masse. Boquete parle d'un trou dans la route, mais surtout des cicatrices laissées par des décennies de négligence. Et je trouve que, regardez le court-métrage qui accompagne cet album, parce que on sent qu'il a envie que son peuple revive ses traditions, se réapproprie ses rythmes, et il souhaite vraiment que son peuple danse sa colère et chante sa fierté aussi. Donc c'est clairement une lettre d'amour à Porto Rico, c'est une archive vivante, peut-être qu'on pourrait considérer ça comme un outil de résistance, et peut-être que lorsqu'un artiste s'ancre pleinement, véritablement comme ça dans son histoire, dans son île, dans ses racines, c'est de cette manière qu'il devient universel. Et Bad Bunny l'a prouvé, je trouve qu'il est à son meilleur quand il est un peu plus local, on va dire. Donc n'hésitez pas à streamer cet album, parce que je pense qu'il a vraiment beaucoup plus de relief qu'on ne pense. En conclusion, Bad Bunny n'est pas juste une superstar, il est devenu un symbole, une sorte d'anomalie dans une industrie qui aime les moules, les cases, les étiquettes. Lui, il est arrivé, il les a toutes faites exploser. J'avais regardé d'ailleurs une interview qu'il avait donnée pour le magazine Force pour préparer cet épisode, et il y a une phrase qui, je trouve, résumait bien sa vision des choses et de sa carrière et de sa musique, c'est celle-ci, je cite: « Je fais la musique que j'ai envie de faire, pas celle que les gens attendent. » Et je trouve que ça résume tout, en fait, sa carrière, sa posture, son héritage. Là où certains cherchent à plaire, Bad Bunny cherche à être sincère, il veut parler d'émotions, de choses qui sont vraiment importantes pour lui, il préfère être un peu visible plutôt que formaté, quitte à déplaire, quitte à déranger. Et pourtant, il est devenu l'un des artistes les plus streamés au monde, et ce sans compromis, sans chanter un mot d'anglais, juste en étant lui-même. Alors c'est vrai que son rapport à la célébrité est ambivalent. Il disait ceci dans cette même interview: « Je ne suis pas à l'aise dans les grands événements, les tapis rouges, j'ai l'impression de jouer un rôle. » En fait, il ne se reconnaît pas dans ce monde-là, alors il a inventé le sien. Un monde où on parle de santé mentale sans tabou, un monde où la fierté portoricaine est vraiment centrale, un monde où chaque album devient un manifeste. Et c'est vrai qu'avec David Tirar Mas Photos, il signe une lettre d'amour une nouvelle fois à Porto Rico, mais aussi encore une fois une lettre de résistance. Il convoque les fantômes du passé, les musiques traditionnelles, les colères, les blessures, les joies de son île pour mieux les partager avec le monde. Et le monde écoute, le monde comprend. Parce que peut-être qu'au fond, ce que raconte Bad Bunny avec son île et tous
les problèmes qui gravitent autour de Porto Rico, finalement, c'est quelque chose de plus universel et de plus global. Vous savez, le besoin de se reconnecter à ses racines, de se sentir libre, de pleurer ses pertes et de célébrer ses victoires. C'est vrai qu'il a grandi dans une famille qui est modeste, il a écrit ses premiers morceaux sur Fruity Loops, comme je vous disais, et aujourd'hui, le mec arrive à remplir des stades, il incarne même des rôles au cinéma. Il se met à walper pour Calvin Klein, lol. Coucou. Bref, je rigole. Et il sort aussi des albums les plus importants de la décennie, en vrai, disons-le. Hein. Et malgré tout ça, il a jamais oublié son peuple, il a jamais oublié qui il était. Et je pense que c'est sans doute pour toutes ces raisons-là que c'est devenu l'un des artistes les plus importants de notre époque. Écoutez les amis, c'est la fin de cet épisode. Je suis ravi d'avoir pu parler de notre ami le mauvais lapin, parce que ça faisait un moment que je voulais le faire, et aussi parce que c'est devenu un artiste majeur de notre génération. Et je trouve qu'en si peu d'années de carrière, le mec a réussi à défoncer des portes, à redéfinir les codes du reggaeton et de la musique latine. Je trouve son histoire hyper inspirante. Donc dites-moi ce que vous en avez pensé, si c'est un artiste que vous écoutez. Dites-moi ce que vous avez pensé du dernier album, qui pour moi est une pure masterclass, mais ce n'est que mon avis. Bref, n'hésitez pas à me dire tout ça en commentaire, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, vous êtes de plus en plus nombreux. Donc merci à tous d'avoir suivi cet épisode, merci également à France Télévisions d'avoir sponsorisé cet épisode. Je vous retrouve très vite, merci à tous. Ciao!